Bon, donc on vient de voir la définition du discriminant d'un polynôme. Peut-être que je rappelle vite fait parce que ça va être tout de suite important. Donc de manière générale, on définit le discriminant universel. C'est donc le produit sur I, J va de 1 à N, I strictement inférieur à J, XI moins XJ au carré. Donc c'est un polynôme à coefficient dans Z en les n déterminants x1 et xn, où n c'est un entier qu'on fixe une fois pour toutes. Ce polynôme est symétrique homogène, donc s'écrit comme un polynôme et donc il appartient même au sous-anneau. Il appartient même au sous-anneau de Zx1, Xn engendré par les polynômes symétriques élémentaires qui, à signe près, sont les coefficients donc ça c'est le sous-anneau de Zx1, Xn où le AI c'est moins 1 puissance I, sigma I, le polynôme, le IM polynôme symétrique élémentaire en X1, Xn. Donc, malgré les apparences, a priori, delta a l'air d'être un polynôme en x1, xn. Ben, c'est un polynôme en x1, xn. En fait, il se trouve qu'on peut l'exprimer comme polynôme en le AI. On appelle ça le discriminant universel. Donc, si jamais, maintenant, A est un anneau, et j'ai dans A de crochet T unitaire de degré n, un polynôme en T, en l'indéterminé T, à coefficient dans A, unitaire de degré n. Donc G s'écrit comme Tn plus A indice 1, Tn, T puissance n-1 plus A indice n, où les AI sont dans A. On définit donc si G est ça, alors G s'écrit comme ça. Donc oui, on définit un morphisme d'anneau d'évaluation à partir de l'anneau de polynôme en 1 à n, qui est un anneau de polynôme. Ça, c'est donc pas trivial. Ça, c'est un théorème qu'on a vu au paragraphe sur le polynôme symétrique. Je peux définir un morphisme d'anneau en envoyant chaque A majuscule I sur A minuscule I. Et comme delta, ce polynôme universel, appartient à l'anneau de départ, son image, c'est un élément de grand A, et c'est le discriminant. C'est le discriminant de G. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, je pense. L'écriture de delta comme polynôme en x1, xn, c'est facile, c'est très explicite. L'écrire comme polynôme en a1 à an, c'est plus compliqué, comme on a vu dans le cas n égale 3, c'est un travail considérable. Et pour n quelconque, je pense que c'est compliqué. Mais bon, on a maintenant des logiciels de calcul formel pour ça. Vous pouvez aussi lancer Sage ou n'importe quel autre logiciel de calcul, et vous pouvez le calculer, ces discriminants. Je peux vous d'ailleurs conseiller de le faire. C'est sympa de faire ce genre de calcul explicite à l'aide d'un ordinateur. Voilà, ça c'est le discriminant de G. Donc notez delta de G. Donc delta de G, c'est donc phi de delta. C'est un élément de A. Et comme j'ai pu dire dans la première partie,
cette approche-là est utile parce qu'on a tout de suite une propriété de naturalité, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a une proposition que si jamais par exemple, A est contenu dans un anneau B comme sous-anneau, vous avez deux notions de discriminant a priori. Vous pouvez calculer le discriminant de G comme polynôme à coefficient dans A ou le discriminant de G comme polynôme à coefficient dans B. Et on aimerait bien que ce discriminant coïncide, que ça ne dépend pas vraiment de l'anneau de coefficient en fait. Et même plus généralement, si psi est un morphisme d'anneau de A dans B, morphisme d'anneau, et psi majuscule, comme souvent, je vais noter son extension aux anneaux de polynôme en T. Donc c'est le morphisme qui suit le polynôme constant, c'est psi minuscule, et qui en va T sur T. Donc c'est une extension, on peut dire que c'est son extension définie par psi de T égale T. Ça consiste simplement, si je prends un polynôme à coefficient dans A, quelle est son image par psi majuscule? Je lâche psi minuscule sur le coefficient, coefficient par coefficient. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Si vous avez un polynôme à coefficient entier, vous pouvez réduire ces coefficients modulo 2. Donc vous appliquez le morphisme z dans psi, ici, ça serait le morphisme de réduction modulo 2 de z dans z modulo 2. Mais vous pouvez aussi penser au cas où A est une inclusion, l'inclusion de A comme sous-anneau d'un B, où là c'est juste le morphisme d'inclusion. Si je prends un polynôme ici, qu'est-ce que c'est que psi majuscule de son image? C'est ce polynôme vu comme polynôme à coefficient dans B. Hein. C'est comme ça qu'on rend formelle l'idée de dire qu'un polynôme réel, c'est aussi un polynôme complexe. En fait, c'est son image par une inclusion. Bon, bref, soit G, petit g dans A crochet T, un polynôme unitaire de degré n, comme tout à l'heure. Je peux donc faire deux choses. Je peux calculer son discriminant. Ça, c'est un élément de A, que je peux donc envoyer avec psi dans B. Mais je peux d'abord aussi considérer G comme un polynôme à coefficient dans B et calculer son discriminant après. Et je trouve que ça donne la même chose. Vous avez égalité dans B. Ce qui est pas mal. Ça veut dire, donc, par exemple, si G est un polynôme à coefficient entier, ça nous dit que le discriminant du polynôme modulo 2, par exemple, c'est le discriminant du polynôme modulo 2. Donc si vous calculez d'abord le discriminant, après vous réduisez le résultat, ça c'est un entier, vous réduisez ça modulo 2, vous pouvez faire différemment. Vous pouvez d'abord réduire le polynôme modulo 2, ça va simplifier ses coefficients, et calculer le discriminant. Donc ça permet par exemple d'obtenir des renseignements arithmétiques sur le discriminant de polynôme. On pourra faire un petit exemple tout à l'heure. Pour la démonstration, ça va être tout à fait simple maintenant. Parce qu'on a toujours l'application phi définie ci-dessus pour le polynôme g. Bien sûr, phi dépend du polynôme g, mais ce n'est pas grave. On a phi, ce morphisme de l'anneau de polynôme en A1 à n dans A, déterminé par phi de A majuscule I, c'est petit AI, où, bien sûr, le petit AI, c'est le coefficient de G.
Et je rappelle, et delta G, ce n'est rien d'autre que phi de delta. Delta, le discriminant universel. Ça n'a pas l'air de dépendre de G d'ailleurs, mais c'est phi qui dépend de G ici. Hein. Là, vous pouvez dire, c'est bizarre, là, ça dépend de G, mais ça n'a pas l'air de dépendre de G. Aussi, ça dépend de G, c'est phi, le morphisme phi qui dépend de G. Donc, à la limite, vous pouvez mettre ici un G en indice, si vous voulez bien faire apparaître la dépendance de G. Mais delta est universel, il ne dépend pas de G du tout. Ça, c'est delta de G. Qu'est-ce que c'est que delta de psi de G? Pour delta de psi de G, j'ai donc psi de G, c'est psi du polynôme Tn plus A1 T puissance n-1 plus A indice n. Qu'est-ce que c'est que psi? Ben, je l'ai dit, psi, on va T sur T et on va AI sur phi de AI. Donc c'est simplement... Ah pardon, c'est un psi ici. Psi majuscule de G, c'est un morphisme qui envoie T sur T, donc T puissance n sur T puissance n, et T puissance n-1 sur T puissance n-1, etc., et qui envoie un élément petit a de A sur psi de petit a. Là, c'est un polynôme à coefficient dans B. Si je veux déterminer son discriminant, je cherche donc une application, phi prime, disons, de cet anneau-là, dans B, qui envoie AI majuscule sur psi de A minuscule I. Mais je sais qui c'est. C'est évidemment phi, c'est évidemment psi rond phi. Donc, notons que psi rond phi, c'est une application le morphisme d'anneau de Z crochet A1 à N dans B, et qui envoie AI sur psi rond phi de AI, c'est donc psi de phi de A majuscule I, phi de A majuscule I, c'est A minuscule I, et donc le résultat, c'est que psi rond phi envoie A majuscule I sur psi de AI. C'est exactement les coefficients de psi de G. C'est-à-dire, c'est ce morphisme-là qui sert à calculer le discriminant de psi de G. Donc, le discriminant de psi de G, en appliquant cette formule-là à psi de G, je remplace phi par psi rond phi, c'est psi rond phi de delta. La psi rond phi de delta, c'est psi de phi de delta, et phi de delta, c'était le discriminant de G. Et on obtient la formule. Exemple, déterminer la parité du discriminant du polynôme, je sais pas, t carré plus 37t moins... Oui, mais bon, c'est quand même facile. Hein. Oui, c'est peut-être pas... Je n'ai pas un bon exemple, hein, moins 45. Vous allez tout de suite dire, ah oui, c'est donc 37 au carré moins 4 fois 45, donc modulo 2, ça fait 37 au carré, 37 étant pair, c'est 1. Mais si on veut appliquer la proposition, on dit que je prends donc soit
C'est un polynôme à coefficient dans Z. Hein. Unitaire de degré 2. Peut-être que j'aurais dû faire un exemple en degré 3. Bon. Soit phi, donc, le morphisme Z dans Z modulo 2, le passage psi. Psi, le passage au quotient. C'est l'opération de prendre un entier modulo 2. Donc on vous demande de déterminer la parité du discriminant de G, c'est-à-dire de déterminer psi de delta G. Alors la proposition dit que psi de delta G, c'est delta de... Donc ça c'est un psi majuscule de G. Psi majuscule de G, c'est l'opération qui consiste à prendre les coefficients modulo 2. Donc c'est delta de T2 plus 37 modulo 2, je prends le représentant 1, moins 1. Oui. Là, je suis en train de calculer le discriminant d'un polynôme à coefficient dans Z modulo 2. Si vous voulez mettre en indice la note base considérée, ici c'est le discriminant d'un polynôme à coefficient dans Z, et ici c'est déjà le discriminant à coefficient dans modulo Z modulo 2. Hein. Peu importe, on a vu de manière générale, le discriminant d'un polynôme, c'est ici de degré 2, c'est ce coefficient au carré, c'est 1 au carré, moins 4 fois le coefficient constant, moins 4 fois moins 1. Et donc 4 c'est 0 dans Z modulo 2, donc c'est 1 dans Z modulo 2. Bon, c'est peut-être pas très parlant comme exemple, parce qu'on voit la réponse tout de suite. Ça aurait été mieux de le faire pour un polynôme de degré 3. Hein. Vous pouvez faire vous-même des exercices comme ça. Hein. On peut, si vous n'avez pas envie de calculer les discriminants, au moins on peut calculer sa parité, par exemple, ou sa classe modulo 3, ou ce genre de choses, grâce à cet énoncé. Mais un corollaire de l'énoncé, c'est que si A dans B est un sous-anneau, et G A de T unitaire, peu importe, si le discriminant de G vu comme polynôme à coefficient dans B, c'est la même chose que le discriminant de G vu comme polynôme à coefficient dans A. C'est-à-dire le discriminant de G comme polynôme à coefficient dans B est égal au discriminant de G vu comme polynôme à coefficient dans A. Donc on n'a jamais à se poser des questions pour un polynôme. Si vous voyez vous faisiez, de toute façon, vous ne faisiez pas. Hein. Personne ne se pose ce genre de questions. Si je vous donne un polynôme à coefficient réel, vous voyez un polynôme à coefficient réel, vous calculez son discriminant. Mais si vous voyez un polynôme à coefficient réel, vous pouvez aussi le considérer comme polynôme à coefficient complexe. Mais le discriminant ne change pas. Hein. Il a le même discriminant. C'est le même nombre réel, que ce soit un nombre réel vu comme nombre réel ou comme nombre complexe. Voilà, donc ça c'est une petite proposition agréable. Maintenant, on va donc creuser le lien entre
les racines multiples et que le discriminant s'annule, oui ou non. Commençons par une proposition. Soit A en anneau, on va exprimer le discriminant d'un polynôme complètement scindé en fonction des racines. Soit A en anneau et j'ai dans A crochet T un polynôme unitaire qu'on suppose décomposer complètement, se décomposant en facteur linéaire complètement dans A crochet T. C'est-à-dire, il existe des éléments petit x1 jusqu'à petit xn, où je suppose que n c'est le degré de g, dans A, tel que g, comme il est unitaire, il va s'écrire comme t moins x minuscule 1, x1 minuscule, x minuscule indice 1, t moins x minuscule indice 2, etc., jusqu'à t moins x minuscule indice n. Dans A crochet T. Je suppose ça. C'est pas très draconien comme hypothèse, parce qu'on a vu que, de toute façon, tout anneau unitaire possède une algèbre de décomposition. Dans le paragraphe précédent, on a vu ça. Donc, quitte à agrandir A, je peux le supposer. Et d'ailleurs, le corollaire précédent dit que ça ne change pas le discriminant. Donc, tout ça, c'est bien cohérent. Peu importe, on se place dans cette situation-là. L'énoncé, c'est que le discriminant de G se calcule très facilement. C'est comme l'expression du discriminant universel. C'est-à-dire, si vous connaissez les racines d'un polynôme, vous connaissez son discriminant très facilement. Vous faites donc le produit I et J vont de 1 à n, I strictement inférieur à J, de xi moins xj au carré. C'est quelque chose qu'on fait très rarement, je pense, au secondaire. On ne calcule jamais le discriminant comme ça. Pour un polynôme de degré 2, c'est juste, vous prenez les deux racines, vous prenez la différence, et vous prenez le carré de ça. Ça, c'est le discriminant d'un polynôme, si jamais vous connaissez la racine. Vous n'avez pas besoin de développer d'abord, regarder les coefficients, substituer ça dans la définition du discriminant et obtenir le résultat. Non, vous pouvez aller plus vite, quelque part. Le discriminant, si le polynôme est complètement décomposé, et s'il est unitaire, sinon on va voir que pour le discriminant d'un polynôme non unitaire, il va y avoir un coefficient un peu troublant ici devant. Mais pour le polynôme unitaire, c'est tout simple, c'est ça, le discriminant. Comment ça se démontre? Justement, on s'est placé dans un cadre universel au départ. Et on sait que le discriminant universel a ce genre d'expression. Donc j'ai toujours... je vais l'appeler phi prime maintenant. Je vois phi prime. Quelque part, il faut étendre phi. Z crochet A1 à n, c'est un sous-anneau de Z crochet x majuscule 1 jusqu'à x majuscule indice n. Et je vais l'étendre à cet anneau. J'envoie zx1 à xn dans A. Je prends l'unique morphisme d'anneau tel que phi prime de xi, c'est x minuscule indice i, où i va de 1 à n.
Je vais évaluer les polynômes en x1 et xn en les racines de g. C'est ça, c'est le morphisme d'évaluation. Donc, phi' est une extension de phi qu'on avait déjà au tableau précédemment, qui est défini sur le sous-anneau engendré par le AI dans A. Ça, justement, c'est ça le rapport entre les coefficients d'un polynôme et ses racines. Ça dit que phi' est une extension de phi. C'est-à-dire phi' de AI, suffit de vérifier ça sur le générateur d'un autre polynôme. Phi' de AI, c'est phi de AI. Et ça, c'est le cas parce que AI, c'est plus ou moins sigma i, et phi' de plus ou moins sigma i, c'est le sigma i, plus ou moins sigma i évalué en les xi, et on sait par la relation entre les racines et les coefficients que ça coïncide avec phi de a majuscule i. Bon, je ne vais pas rappeler tout ça, mais ça se vérifie facilement en passant par les fonctions, en passant par le polynôme symétrique élémentaire. C'était quoi le discriminant de G? Le discriminant de G, c'est phi. Du coup, le discriminant de G, c'était quoi? C'était phi de delta. Où on avait considéré delta comme étant un élément de l'anneau Z crochet A1 AN. Mais il est donc aussi égal à phi' de delta. On considère maintenant delta comme élément de l'anneau Z crochet X1, Xn. Mais delta, vu comme polynôme dans l'anneau Z crochet X1, Xn, on a vu sa définition. C'est juste le produit sur I inférieur à J, XI moins XJ au carré. Et phi', c'est un morphisme d'évaluation. Donc ça consiste à remplacer les x majuscules par les x minuscules. Et donc la démonstration est terminée. Et ça, c'est très utile parce que ça nous dit, par exemple, si un polynôme a des racines multiples, on peut peut-être rappeler, dans le cadre général, rappelons que si G est un polynôme A crochet T unitaire, pas si c'est important, mais bon, on est dans le cadre de polynômes unitaires, un élément x dans A est une racine, on en a déjà parlé, de G, si G évalué en x égale 0. Ça, c'est une racine. Donc, si vous avez une décomposition complète de G, vous avez des racines, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. On n'a jamais dit que c'était toutes les racines. Une racine, de manière générale, c'est un élément qui annule le polynôme. Donc, G évalué en x est égal à 0 dans A. Ou peut-être qu'il faut le faire dans un anneau B contenant A. Peu importe, on peut toujours agrandir A pour qu'il contienne la racine. Et on dit que la racine est multiple. Une racine x de G dans A est multiple. Ah oui, parce que ça, si vous avez une racine, évidemment, t est divisible. Donc ça implique que G est divisible par t moins x dans A crochet t. Parce que vous avez la division euclidienne
par un polynôme unitaire. T moins x étant unitaire, vous pouvez faire la division euclidienne de g par t. C'est important hein, que ce soit unitaire, parce qu'en général, vous n'avez pas la division euclidienne par un polynôme non unitaire. Donc, comme t moins x est unitaire, vous pouvez faire la division euclidienne de g par t. Et ça montre directement que si x est une racine, alors t moins x est égal à g, parce que le reste dans la division euclidienne, c'est une constante, et si ça annule en x, ça veut dire qu'il est nul. Et réciproquement, évidemment, si g est divisé par t moins x, x est une racine. Et on va dire que la racine est multiple si non seulement t moins x divise g, mais même t moins x au carré divise g dans 1 crochet x, dans 1 crochet t. Et on peut même aller jusqu'à définir la multiplicité comme étant l'exposant le plus grand, tel que t moins x, et cet exposant divise g. Hein. On n'en a pas besoin, on va s'intéresser uniquement en les racines multiples. Donc si la racine n'est pas multiple, on va dire qu'elle est simple, bien sûr. En tout cas, ce qui est clair maintenant, à partir de la proposition précédente, c'est que si G possède un... Bon, je vais le démontrer. Si G est une racine multiple, alors son discriminant est nul. Au contraire, il faut les conditions d'intégrabilité, bien sûr. Donc voici la proposition qui va dire le lien entre les racines multiples et que le discriminant soit nul ou pas. Donc soit un anneau quelconque, et G dans un crochet T unitaire. Alors, premièrement, si G possède une racine multiple dans A, ou peut-être plus généralement dans un anneau B contenant A comme sous-anneau, alors son discriminant est 0 dans A. Ça va être assez clair. Hein. La réciproque est faux, parce qu'évidemment, si le produit de xi moins xj au carré égale 0, on ne peut pas forcément en déduire qu'il y a un i strictement inférieur à j, tant que xi moins xj est 0. Donc il faut déjà supposer que l'anneau B en question, dans lequel vit la racine, est intègre. Hein. Mais en plus, il faut que toutes les racines y soient quelque part dans B. Donc il faut prendre, pour dire que si le discriminant est 0, alors G possède une racine multiple, il faut déjà avoir un anneau suffisamment grand qui contienne des racines. Et ça, c'est justement une algèbre de décomposition. C'est une algèbre dans laquelle G se décompose explicitement. Donc, pour le deuxièmement, on suppose que G possède une algèbre de décomposition intègre B sur A. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il existe un anneau B intègre, un anneau intègre B, contenant A comme sous-anneau,
tel que G se décompose complètement dans B. Donc c'est écrit comme un produit de t moins x1, t moins x2, etc. jusqu'à t moins xn dans B crochet T. Pour certains x1, xn dans B. C'est ça ce que ça veut dire. D'avoir une algèbre de décomposition, c'est ça. Une algèbre de décomposition intègre, c'est ça. On a vu que tout polynôme unitaire sur n'importe quel anneau A possède une algèbre de décomposition intègre. Ça, c'était pas très compliqué. Il y a deux manières de le faire, ou bien itérativement en adjoignant des racines, ou bien on utilise les polynômes symétriques élémentaires. Un algèbre de décomposition intègre n'existe pas forcément, bien sûr. Déjà, si A n'est pas intègre, il ne peut jamais être sous un node d'un anneau intègre. Donc, vous voyez, ça n'existe pas toujours. Mais souvent, ça va être le cas. A, ça va être souvent un corps, et B, ça va être un corps algébriquement clos, par exemple, dans lequel, justement, par définition, tout polynôme se décompose comme ça. Vous pouvez prendre A égale R et B égale C. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Si vous êtes dans ce cas favorable, alors vous avez la réciproque. Alors, supposons comme ça, oui. Si, donc on suppose tout ça, dans ce cas-là, on a la réciproque. Si delta G est égal à 0, si le discriminant de G est 0 dans A, alors G possède une racine multiple. C'est complètement tautologique, hein, là. Parce qu'on a vu que le discriminant, c'est juste le produit de xi moins xj. Il doit y en avoir donc i inférieur à j, tel que xi moins xj égale 0. Parce que B est intègre. Hein. C'est justement placé dans des conditions favorables qui assurent la vérité de l'énoncé. Et le petit 1, c'est clair aussi, parce que donc j'ai une racine multiple, donc il existe, donc pour le petit 1, il existe x dans B tel que t moins x au carré divise g dans b de t. C'est ce que ça veut dire, que G possède une racine multiple dans B. Et que si je regarde G comme polynôme à coefficient dans B, il est divisible par t moins x au carré. On va écrire G donc comme t moins x au carré fois A, H, pardon, avec H dans B de t, toujours unitaire. Comme H est unitaire, il possède une algèbre de décomposition. C sur B. J'applique l'existence d'une algèbre de décomposition. Je peux décomposer H complètement. C'est-à-dire, H va s'écrire comme, je vais peut-être l'écrire comme ça, t moins x3, je vais numéroter les racines correspondantes à partir de 3. Parce que j'en ai déjà 2 pour G. C'est pas interdit, je peux les numéroter comme je veux. Et comme H est degré n, n-2, je m'arrête à n. Où les xi, x3 jusqu'à xn sont dans C. Et du coup, et donc ça c'est une égalité dans C crochet T, bien sûr. Du coup, G, c'est
c'est t moins x1, facteur de t moins x2, etc. jusqu'à t moins xn, ou dans C crochet t, où justement x1 égale x2 égale x, vu comme élément de C. D'accord? Parce que G, c'était t moins x puissance 2 fois h. T moins x au carré fois h. Et d'après la proposition précédente, on a le discriminant de G, c'est le produit I inférieur à J, xi moins xj au carré. C'est 0 car x1 est égal à x2. Oui, j'ai quand même besoin de l'algèbre de décomposition, parce que sinon je ne peux pas appliquer la proposition précédente. Donc je ne l'applique pas à G, parce que sinon je ne vais pas forcément avoir ici ce produit où x indice 1 et x indice 2, c'est les racines x que j'avais, les racines multiples x que j'avais. Hein. Donc on le fait comme ça. Et donc le 2, moi je l'ai déjà dit, hein, c'est direct. Hein, c'est que si vous placez dans ce cas favorable, de toute façon, delta c'est le produit I inférieur à J, xi moins xj au carré. Donc s'il est 0, B intègre, ça veut dire qu'il existe I inférieur à J tel que xi moins xj égale 0. C'est-à-dire xi est égal à xj. J'ai deux racines pour certains i différent de j. Pour certains i différent de j. Du coup, j'ai qu'à... Je peux même supposer que c'est x1 et x2. Je peux donc mettre t moins x1 au carré en facteur et g est divisible par g divisible par t moins... Donc j'appelle x cet élément, t moins x au carré. D'abord dans B crochet t, mais s'il est divisible par ce polynôme-là dans B crochet t... Non, qu'est-ce que je dis? Ah non, mais c'est ça, ça suffit. Il a donc une racine multiple dans B. X est racine multiple de G dans B. Voilà, ça c'était facile. On va voir dans le chapitre suivant, voilà, si on se place sur un corps, à un corps, alors on peut toujours trouver un tel algèbre, même on peut prendre B un corps, par exemple le corps algébriquement clos, la clôture algébrique de A, et donc il va y avoir vraiment, et on verra ça dans le chapitre suivant, quand on va travailler sur les corps et les extensions de corps, on va voir vraiment qu'il y a équivalence entre l'annulation du discriminant et d'avoir des racines multiples dans la clôture algébrique. D'accord. Alors, faisons un petit exemple. Je regarde G égale à un polynôme de degré 3. Et je considère ça comme polynôme réel dans T. Justement, c'est un polynôme, vous voyez, où le coefficient dans T2 est non nul. Donc je connais son discriminant. Le discriminant, c'était moins 4, moins 1 tiers, puissance 3, moins 27, 2 sur 27 au carré. G, si G, c'est T3 plus AT plus B,
le discriminant de G, c'est moins 4A2, hein, moins 4A3, moins 27B2. C'est ça. C'est pas mal à retenir, cette formule-là pour un polynôme degré 3. On l'avait au tableau tout à l'heure, dans la première partie. Donc ici, ça me fait quoi? Ça fait moins 4, 3 au cube, c'est 27, donc moins 4 27e. Moins 27 et 27 carré, ça se simplifie, donc je vais avoir ici 4 27e. Ah. Donc ici, moins 1 puissance 3, ça fait un plus. 4 27e moins 4 27e, c'est 0. Le discriminant étant 0, donc ce polynôme va avoir une racine multiple dans n'importe quelle algèbre de décomposition intègre. Ben, j'en connais un, c'est C. G, c'est décomposant complètement dans C, d'après le théorème fondamental de l'algèbre. Hein, tout polynôme non nul dans C, ou tout polynôme unitaire dans C s'écrit comme un produit de polynôme de degré 1, même unitaire. Hein, donc, G se décompose complètement dans C. Ça veut dire que C, évidemment, c'est un corps, donc c'est intègre. Donc je peux appliquer l'implication précédente. C'est que comme le discriminant égale 0, G possède une racine multiple. Dans C. C'est un exemple. C'est un exemple de l'application de la proposition précédente. Après, on peut chercher cette racine, bien entendu, mais ce n'est pas le but de cet exemple. Bon, après, j'ai une autre proposition où je veux expliquer un peu, parce que pour le discriminant d'un polynôme réel de degré 2, vous connaissez par cœur ce qui se passe si le discriminant est positif ou négatif. Hein. Si le discriminant est positif, vous avez deux racines réelles. Si le discriminant est négatif, vous avez deux racines non réelles. On peut se demander si ça se généralise. J'ai un discriminant d'un polynôme réel de degré quelconque. Que peut-on dire sur la nature des racines, réelles ou pas, en fonction du signe du discriminant? Voilà la proposition qui généralise donc ce fait que vous connaissez bien depuis le secondaire, soit G, maintenant un polynôme, un coefficient réel, toujours unitaire, soit n son degré. Alors ce polynôme va donc avoir certaines racines réelles et des racines non réelles. Donc, je vais les compter, soit R, le nombre de racines réelles, de G. Et parmi les racines non réelles, évidemment, elles viennent en paires complexes conjuguées. Hein, si vous avez une racine non réelle, x, x bar, son conjugué complexe, est une racine aussi. Donc, ce qui reste, c'est donc un nombre pair. Donc, je vais appeler ça 2s. Et 2s, le nombre de racines non réelles de G. Et tout ça compté avec multiplicité. Donc, si une racine réelle est une racine double, ben, je le compte deux fois. Hein, de sorte que R plus 2s égale n. Donc, ça veut dire que je la compte avec multiplicité. Alors,
Premièrement, on l'a déjà vu. Hein, le discriminant de G est égal à 0 si et seulement si G possède une racine multiple dans C. Peut-être même dans R, mais bon, ça peut être aussi une racine multiple non réelle, une racine multiple dans C. Ce qu'on vient de voir, on peut démontrer directement en disant que de toute façon, C, c'est une algèbre de décomposition de G intègre. Donc la proposition précédente le dit. Mais ici, on va surtout s'intéresser au signe. Delta G est strictement positif. Delta G est strictement positif si seulement si S est pair. 2S, c'est le nombre de racines non réelles de G. Non réelles de G dans C, bien sûr. Hein. Précisons-le. Hein. Donc, en fait, S, c'est le nombre de couples de racines complexes conjuguées. Il faut y penser comme ça. Donc, s'il y a juste un couple de racines complexes conjuguées, non réelles, alors le discriminant est positif. Oui, c'est ça. Non, c'est bizarre, ça. Ah oui, non, s'il y a un couple, S est impair. Donc, il vaut mieux que j'écrive ça pour m'embrouiller. Donc, je dis la même chose. Oui, je formule différemment. Excusez-moi, je fais un raccourci ici. Delta G est strictement positif si S est pair. Ah, bon. Je vais formuler comme je l'ai dit dans mon texte. Si le discriminant est strictement positif, S est pair. Si le discriminant est strictement négatif, S est impair. C'est comme ça que je voulais formuler. Bon, bref, en tout cas, ça veut dire que, autrement dit, si G est une racine simple, dans C, donc si le discriminant est non nul, alors le signe du discriminant de G, c'est donc moins 1 puissance S. Si S est pair, si S est impair, le discriminant est négatif. Si S est pair, le discriminant est positif. Donc ça généralise bien le cas de degré 2, parce qu'en degré 2, vous n'avez que deux possibilités pour S. Ou bien vous n'avez pas de racine complexe du tout, auquel cas S égale à 0, mais vous avez donc bien un signe positif. Ou bien vous avez une seule paire de racines complexes conjuguées, auquel S est donc impair, parce que S est égal à 1, et le signe est négatif. Donc, par exemple, ça veut dire qu'un polynôme qui a toutes ses racines réelles a donc un discriminant, donc S est égal à 0, donc un discriminant positif. Si vous avez deux racines complexes, c'est négatif. Si vous avez quatre racines complexes, ça devient positif, et c'est alterne comme ça. À chaque fois, quand on rajoute une paire de racines complexes conjuguées, le discriminant change de signe. C'est comme ça que je comprends cet énoncé. Bon, j'avais préparé une belle démonstration bien précise de ce truc-là, qui n'est pas si compliqué que ça, mais bon. Je vais peut-être dire très rapidement pourquoi c'est vrai. Sans rentrer dans trop de détails. C'est quoi le crux de l'affaire? G se décompose dans C. G se décompose complètement G, c'est T moins X1
jusqu'à t moins xn, où les xi sont dans C. Et je vais le numéroter de telle façon que j'ai d'abord les nombres réels. On peut supposer que x1, xr, c'est le nombre réel, et les autres ne sont pas réels. xr plus 1 jusqu'à xn, c'est aussi r plus 2s, comme ça on voit bien qu'il y en a 2s. Ils ne sont pas réels. Donc cette décomposition, c'est dans C crochet T, bien sûr. Et du coup, je peux les écrire de telle façon que ici, j'ai un nombre complexe, et le suivant, c'est son complexe conjugué. Donc, que R plus un nombre pair, R plus 2K, c'est le conjugué du précédent. Conjugué complexe, pour K va de 1 à S. Donc, j'écris les racines de manière bien ordonnée, comme ça. Et j'écris la formule pour le discriminant d'un polynôme complètement décomposé. Delta G, c'est alors I strictement inférieur à J de XI moins XJ au carré. Maintenant, déjà, quand x et xj sont réels, vous voyez, si tous les deux sont réels, ici j'ai un nombre réel au carré, donc ça ne va rien changer au signe. Si xi, xj est réel, xi moins xj au carré est positif. Donc ça ne va rien changer au signe. Pour les autres facteurs, c'est des nombres non réels. Hein? Ou bien xi est réel et xj est non réel, ou bien xi est non réel. Dans ce cas-là, xj est non réel aussi parce que je les ai ordonnés comme ça. Et ces facteurs viennent en couple pair complexe conjugué. Vous allez dire, ah ben donc le signe est toujours positif. Oui, sauf qu'il y a un couple qui est conjugué avec lui-même. Les autres facteurs viennent en couple complexe conjugué, sauf les facteurs de la forme où I c'est justement R plus 2K moins 1 et J c'est R plus 2K. Parce que ça, c'est donc auto-conjugué, parce que le conjugué de ça, c'est ça, et le conjugué de ça, c'est ça. Vous voyez? Tous les autres couples, il faut vérifier. C'est là où cette démonstration est peut-être pas tout à fait précise. J'en avais préparé une autre, mais ça va prendre un peu trop de temps, donc je ne vais pas le faire. En tout cas, il faut me croire que tous les autres couples sont vraiment complexes conjugués. Tous les autres facteurs sont vraiment complexes conjugués à un facteur vraiment différent. Or, qu'est-ce que c'est que ça, x r plus 2k moins 1 moins x r plus 2k au carré? C'est donc x r plus 2k moins 1. Et celui-là, c'est le conjugué de x r plus 2k moins 1. Donc j'ai un nombre complexe moins son conjugué. Nombre complexe moins son conjugué, c'est donc 2 fois la partie... Donc, I fois 2i fois la partie imaginaire de xr plus 2k moins 1. Au carré. Donc i au carré étant négatif, la partie imaginaire étant non nulle, c'est un nombre réel négatif. Et tout ça pour k va de 1 à, n, de 1 à s. Donc c'est-à-dire, vous avez ici que des facteurs positifs si on regroupe bien, sauf ces facteurs-là, ces S facteurs-là, qui sont tous négatifs.
Donc on en déduit que le signe de delta G, c'est bien moins 1 puissance S. Mais bon, j'avoue que voilà, c'est pas très précis. Vous allez devoir faire un peu confiance sur ces arguments. Je suis allé un peu vite pour ne pas trop perdre de temps. Mais bon, là, dans le texte que je vais mettre en disponibilité bientôt, vous pouvez lire une démonstration un peu plus propre. Donc, par exemple, pour un polynôme de degré 3, puisqu'on a maintenant son discriminant, on le connaît complètement, j'ai maintenant un critère de savoir si ces racines sont toutes réelles ou pas. Donc, un peu l'analogue à ce que vous manipulez tout le temps en secondaire. Hein. Le discriminant delta G d'un polynôme unitaire réel de degré 3 est strictement positif si et seulement si toutes ces racines sont réelles et distinctes. Le discriminant delta G est égal à 0 si et seulement si G possède une racine multiple. Dans C, mais en fait il est même dans R, il n'y a pas assez de place. Si une racine non réelle multiple, son complexe conjugué est ici, racine, et donc en fait même dans C, hein, même dans R, pardon, même dans R, parce qu'il n'y a pas assez de place pour avoir une racine multiple. Un polynôme de degré 3 ne peut pas avoir une racine réelle, ne peut pas avoir une racine multiple non réelle. Hein, bon. Et delta G négatif, si seulement si G possède exactement une seule racine réelle, une seule racine réelle, les autres étant non réels complexes conjugués. Les deux autres étant non réels et complexes conjugués. Voilà, donc on a une description parfaite. Pour le degré 4, c'est un peu plus compliqué. Si le discriminant est strictement positif, vous pouvez ou bien avoir toutes les racines réelles, ou bien aucune racine réelle. Aucune racine réelle. Vous pouvez regarder vous-même ce que ça implique, tout ça, le signe du discriminant sur la nature des racines d'un polynôme unitaire réel. Voilà, donc tout ça c'est très classique. Et ça va servir, là encore, en théorie de Galois, hein, ces histoires de discriminants. Voilà, on va s'arrêter là.